Au cours de l'épisode précédent, nous avons vu la Belgique évoluer. Progressivement, en partant d'un État unitaire et décentralisé, on s'est orienté vers un État où s'affirment deux communautés linguistiques distinctes. D'abord, les Flamands ont voulu obtenir l'égalité de leur langue avec le français. Ils y sont parvenus, d'ailleurs. Mais la solution du bilinguisme généralisé n'a pas réussi. Ni les Flamands ni les francophones ne voulaient vraiment l'appliquer. Entre les deux guerres, on a imaginé une autre solution, l'homogénéité linguistique des régions. Mais le mouvement flamand voulait que le territoire de la Flandre ne soit plus grignoté par la francisation de certaines zones. Il a dès lors combattu le système du recensement linguistique qui permettait de modifier le statut linguistique de certaines communes. Simultanément, les Wallons prenaient conscience du déclin relatif de l'économie wallonne et de la différence croissante de nombre entre la population flamande et la population francophone. Les Flamands ont donc pris conscience de leur existence en tant que nation, que communauté, et ils revendiquent l'autonomie culturelle, l'autonomie de leur communauté. Les Wallons, de leur côté, ont pris conscience de leur existence en tant que région, avec ses problèmes spécifiques. Ils revendiquent donc l'autonomie régionale, l'autonomie de leur région. Camarades, ils ne pourront pas. Cette revendication d'autonomie régionale des Wallons se manifestera notamment pendant les grèves de l'hiver 60-61. Certains leaders syndicalistes wallons lancent alors le mot d'ordre de fédéralisme, c'est-à-dire la plus grande autonomie possible pour la Wallonie. Vous pouvez me croire. La loi unique est encore une loi imposée par une partie du pays à l'autre partie du pays. On entend punir la Wallonie du fait qu'elle est socialiste. Et le meilleur moyen de tuer le socialisme dans notre région, c'est de la priver de la base industrielle qui y avait été construite. Depuis quelques années déjà, la Wallonie redevient une des dernières régions industrialisées d'Europe. Et nous n'avons plus, comme toute fierté, que notre sidérurgie et nos aciéries. Et que l'on nous entende bien. Notre objectif dans ce conflit reste le retrait pur et simple de la loi unique. Donc, autonomie culturelle demandée par les Flamands, autonomie régionale revendiquée du côté wallon. Comme l'affirmation croissante des Wallons et des Flamands pose sans cesse des problèmes nouveaux à l'État belge, le ministre Pierre Harmel suggère au début des années 60 la création d'un groupe de réflexion. Ce groupe sera appelé le Centre Harmel. Son travail inspirera les nouvelles lois linguistiques, des lois qui renforcent le principe de l'unilinguisme territorial, c'est-à-dire une seule langue par région. Ces lois nouvelles qui vont donner son visage actuel à la géographie politique de la Belgique, ce sont la loi du 8 novembre 1962 qui établit définitivement le tracé de la frontière linguistique et les lois du 30 juillet et du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière d'administration et d'enseignement. Mais quelques mois plus tôt, le Parlement a voté une autre loi très importante, la loi du 26 juillet 1961, qui supprime le recensement linguistique, c'est-à-dire le système qui permettait de changer le régime linguistique d'une commune si la langue usuelle de la majorité de sa population changeait. Vous vous rappelez que le recensement linguistique de 1947 montrait une progression nette de la langue française dans les communes limitrophes de la frontière linguistique
et dans les communes entourant l'agglomération bruxelloise. Ce recensement de 1947, le mouvement flamand l'a dénoncé et décrié à plusieurs reprises. Il a contesté la manière dont les questions étaient formulées et il en a refusé les résultats. Voilà, ainsi donc il n'y a plus de recensement linguistique, plus de libre choix. Une commune ne pourra plus changer de régime ou de région linguistique. La frontière linguistique est légalement et définitivement fixée. Les lois de 1961, 62 et 63 ont consacré, fortifié le principe de l'unilinguisme territorial. Ce qui est important à retenir, c'est que les lois linguistiques des années 60 reconnaissent 4 régions linguistiques. La région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région de langue allemande, c'est la première fois que l'on mentionne officiellement une région de langue allemande, et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans les régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande, tous les services officiels ne fonctionnent que dans une seule langue. Dans les 19 communes de Bruxelles-Capitale, en revanche, c'est le bilinguisme qui est d'application. En clair, ça veut dire on utilise soit le français, soit le néerlandais, pardon. La frontière réelle entre les langues n'est pas aussi nette que ne le voudraient les lois des années 60. Dans les communes le long de la frontière linguistique, dans les communes autour de l'agglomération bruxelloise, ou dans la zone de Moucron et Comines, ou dans les Fourons, il y a ce qu'on appelle des minorités linguistiques, francophones ou flamandes. Et pour protéger ces minorités, on leur donne des facilités. C'est quoi? Eh bien, ça veut dire notamment que la minorité, entre guillemets, pourra, dans certaines conditions, obtenir un enseignement dans sa langue ou des traductions des documents officiels. Et aux alentours de Bruxelles, ces communes à facilité sont Wemmel, Kruinem, Wezenbeek-op-Pem, Linkebeek, Drogenbos, Rood-Saint-Genès. Merci. Mais voilà que surgissent de nouvelles difficultés et de nouvelles contestations. La fixation définitive de la frontière linguistique est très mal acceptée dans certains endroits. Et puis, pour les Flamands, les facilités ne sont que provisoires. Pour eux, elles doivent tout simplement permettre une meilleure intégration dans une région unilingue. Oui. Exemple célèbre et piquant, les Fourons. Allez, viens ma biche, viens, voilà. Et attention, pour toi, pas de facilité, ça ne... Dans le but de renforcer l'homogénéité linguistique des régions et pour appliquer complètement l'unilinguisme territorial, la loi du 8 novembre 1962 prévoit que tout ce qui est flamand sera intégré à la Flandre et que tout ce qui est francophone rejoindra la Wallonie. C'est pourquoi cette loi fait passer des communes comme Moucron et Comines de la province flamande de Flandre occidentale à la province wallonne du Hainaut. Et pour la même raison, mais aussi pour équilibrer les concessions territoriales respectives, la loi prévoit le transfert des 6 communes des Fourons de la province wallonne de Liège à la province flamande du Limbourg. En même temps, toutes ces communes sont placées sous le régime des facilités. Facilités pour les Flamands à Moucron-Comines, facilités pour les francophones, considérés comme une minorité dans les Fourons. Seulement voilà, les dialectes parlés dans les Fourons appartiennent bien à la famille linguistique néerlandaise ou allemande, mais la langue véhiculaire des Fouronnais est bien le français. Le recensement linguistique de 1947 l'a bien montré. Dans 5 des 6 communes des Fourons, la large majorité de la population déclarait parler le plus fréquemment le français. C'est la raison pour laquelle la majorité des Fouronnais ne cesseront pas de demander à être réintégrés à la province de Liège. On s'aperçoit quand même que ces lois linguistiques des années 60 ne suffisent pas à résoudre le problème des relations entre les Flamands et les Wallons dans l'État belge. Bien qu'elles témoignent tout de même de l'aboutissement d'un changement de mentalité chez les Flamands, chez les Wallons aussi. Enfin, on peut se demander si cette législation n'arrive pas trop tard.
Oui, depuis 15 ans, dans la plupart des grandes questions politiques, économiques et sociales, les Flamands et les Wallons ont pris des positions différentes. En fait, la Flandre et la Wallonie se ressemblent de moins en moins. En 1950 déjà, ces différences s'étaient nettement manifestées. On avait organisé une consultation populaire pour connaître l'avis des Belges sur la reprise par le roi Léopold III de ses pouvoirs constitutionnels. Près de 58% des Belges avaient répondu oui, mais les résultats étaient très différents en Flandre et en Wallonie. 72% de oui en Flandre et 42% de oui en Wallonie. Dans les années qui suivirent, la question scolaire divise profondément la Belgique entre partisans et adversaires du subventionnement de l'école libre par l'État. Encore une fois, le rapport de force était différent en Flandre d'une part, en Wallonie et à Bruxelles d'autre part. Il y avait davantage de partisans de l'école libre en Flandre et davantage d'adversaires en Wallonie et à Bruxelles. Mais les Flamands et les Wallons étaient au moins d'accord sur un point. Ils pensaient que la Belgique unitaire, et même, nous l'avons vu, marquée par un centralisme excessif, freinait les aspirations propres de chaque communauté, la communauté francophone et la communauté néerlandophone. Ils estimaient aussi que cette même Belgique unitaire étouffait les originalités et les particularités régionales, par exemple les originalités et les particularités économiques et sociales. Des événements graves et même violents ont montré que l'État unitaire et centralisé ne correspondait plus aux aspirations des communautés. On s'en souvient, c'était très impressionnant. Au début de l'année 1968, les autorités académiques de l'Université catholique de Louvain publient un plan d'expansion de la section française de l'université entièrement sur le site de la ville flamande de Louvain, Leuven. Les mouvements culturels et les étudiants flamands, qui réclament depuis 1967 le départ de la section française de l'UCL en Wallonie, manifestent avec énergie contre ce projet. Ils exigent que la section francophone de l'UCL quitte immédiatement le territoire flamand au nom de l'homogénéité linguistique de la région flamande. Les évêques de Belgique se divisent sur la question, de même que le Parti social-chrétien, encore unitaire à cette époque. Impossible de dégager un accord entre flamands et francophones. Le gouvernement démissionne. Il est tombé très nettement à cause du clivage entre les communautés. Cette fois, les événements ont sévèrement ébranlé la volonté des néerlandophones et des francophones de vivre ensemble au sein d'un État unitaire. En provoquant la chute d'un gouvernement en 1968, le contentieux entre les communautés semble bien avoir atteint son point culminant. Il n'y a plus qu'une chose à faire, modifier la Constitution. Oui, et Gaston Eyskens, qui devient Premier ministre après la crise et après les élections en janvier 1969, exprime clairement cette nécessité. L'État unitaire, tel que les lois le régissent encore dans ses structures et dans son fonctionnement, est dépassé par les faits. Les communautés et les régions doivent prendre leur place dans des structures rénovées de l'État, mieux adaptées aux situations spécifiques du pays. La révision de la Constitution, entamée en 1968, s'achève en 1971. Les objectifs de la nouvelle Constitution sont de répondre aux souhaits de décentralisation, d'autonomie culturelle et d'autonomie régionale exprimés par tous les citoyens. Il y a d'abord une réponse aux souhaits de décentralisation. Il s'agit de renforcer la décentralisation qui existe déjà et de tâcher de rapprocher davantage encore le pouvoir du citoyen. Pour cela, on ajoute à la Constitution les articles 108 bis et 108 ter, qui créent un niveau supplémentaire de pouvoir au-dessus de la commune, la fédération de communes ou l'agglomération de communes. Aux échelons traditionnels du pouvoir que sont l'État, la province et la commune, s'ajoute donc un échelon supralocal, la fédération ou l'agglomération de communes. Dans la réalité, ces articles 108 bis et 108 ter n'ont été que partiellement appliqués. On n'a créé réellement que l'agglomération bruxelloise et 5 fédérations de communes dans la périphérie bruxelloise. Mais les 5 fédérations de communes périphériques
ont été dissoutes en 1976. Il ne reste plus que l'agglomération bruxelloise. Et encore, hein, elle est privée d'une partie de ses attributions depuis 1987. Clette, Mariette. Ensuite, la nouvelle Constitution de 1971 a voulu répondre aux souhaits d'autonomie culturelle et d'autonomie régionale. Dans ce but, elle a créé 2 niveaux supplémentaires de pouvoir. Le niveau communautaire, pour répondre à la revendication d'autonomie culturelle, exprimée surtout par les Flamands, et le niveau régional, pour répondre aux souhaits d'autonomie régionale, exprimés surtout par les Wallons. Mais vous vous en souvenez, il y avait aussi du côté wallon et francophone une crainte de minorisation par rapport aux Flamands, plus nombreux et donc mieux représentés dans les organes du pouvoir national. La Constitution révisée en 1971 prévoit donc des mécanismes de protection au niveau national, au niveau du pouvoir d'État. Ces mécanismes sont synthétisés dans le tableau que nous allons voir. Au niveau du pouvoir exécutif, on trouve toujours le roi, qui nomme le Premier ministre et les ministres formant le gouvernement, mais désormais, il y aura le même nombre de ministres néerlandophones et de ministres francophones, le Premier ministre étant exclu du calcul. Cette parité linguistique au sein du gouvernement est destinée à préserver un équilibre d'influence entre les 2 grandes communautés culturelles. Au niveau législatif, il y a toujours la Chambre des représentants et le Sénat. Mais, conséquence logique de la reconnaissance des communautés culturelles, des groupes linguistiques sont créés dans chaque assemblée. Donc, tous les députés néerlandophones feront désormais partie du groupe linguistique néerlandophone de la Chambre des représentants et tous les députés francophones, qu'ils soient wallons ou bruxellois, feront partie du groupe linguistique francophone. Et il en sera de même pour les sénateurs au Sénat. De plus, pour protéger la minorité francophone, la Constitution de 1971 impose, pour adopter certaines lois importantes ou des lois traitant des rapports entre les communautés, des majorités spéciales, c'est-à-dire des majorités beaucoup plus difficiles à atteindre que la moitié des voix plus une, c'est-à-dire ce qu'on appelle la majorité absolue. Par exemple, pour qu'une loi à majorité spéciale soit adoptée, il faut réunir 3 conditions de majorité en même temps. Primo, il faut que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente lors du vote. Secundo, il faut que le texte proposé au vote recueille la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. Tertio, il faut que le total des votes positifs atteigne les 2/3 des suffrages exprimés. Autre mécanisme de protection des minorités mis en place par la Constitution de 1971, la fameuse sonnette d'alarme. Cette sonnette d'alarme peut s'appliquer à tous les projets ou propositions de loi, à quelques exceptions près. Comment fonctionne-t-elle? Eh bien, si les 3/4 des membres d'un groupe linguistique, de la Chambre ou du Sénat, estiment qu'un projet ou une proposition de loi peut porter atteinte aux intérêts d'une communauté, ils tirent la sonnette d'alarme. La procédure parlementaire est alors suspendue et le texte litigieux est renvoyé au Conseil des ministres, qui, lui, vous le savez, est linguistiquement paritaire. Le texte ne reviendra au Parlement que si un accord est trouvé au sein du Conseil des ministres. Tout ce dont nous venons de parler concerne le niveau national, l'État. Mais, je vous l'ai dit, 2 nouveaux échelons de pouvoir ont été introduits en Belgique par la réforme de la Constitution en 1971. La communauté, c'est le nouvel article 59 bis, et la région, c'est le nouvel article 107 quater. À chaque niveau de pouvoir correspondent évidemment des compétences et des institutions. Des compétences, c'est-à-dire des matières, des domaines où la communauté ou la région vont exercer leur pouvoir,
Des institutions, c'est-à-dire une assemblée représentative et un exécutif responsable devant elle. La communauté, au sens où on l'entend en 1971, c'est la communauté culturelle, donc l'ensemble des personnes qui parlent la même langue, qui partagent la même culture. L'ensemble des Belges parlant le néerlandais formera donc la communauté culturelle néerlandaise. L'ensemble des Belges francophones sera appelé la communauté culturelle française. Et nos compatriotes de langue allemande formeront la communauté culturelle allemande. Combien ça fait? Dans l'esprit de la Constitution de 1971, chaque communauté est appelée à déterminer par elle-même et pour elle-même ses choix dans des domaines qui la concernent et qui touchent à la langue et à la culture au sens large. Par exemple, le théâtre, le cinéma, la littérature, la télévision, la radio, la protection du patrimoine, le folklore, le tourisme, etc. C'est ce que l'on appelle l'autonomie culturelle. Pour l'autonomie culturelle, tout ira très vite. L'article 59 bis de la nouvelle Constitution est clair. Il énumère les compétences exactes des communautés culturelles et il donne la composition de leurs organes de pouvoir. Dès 1971, une loi précise quelles matières vont être ôtées à la compétence du niveau national, c'est-à-dire de l'État. Elles seront appelées désormais les matières culturelles, et ces matières culturelles vont être réglées par le niveau communautaire, c'est-à-dire par les assemblées des communautés culturelles. Ces assemblées des communautés culturelles, on les appelle les conseils culturels. Le conseil culturel de la communauté néerlandaise est composé des membres des groupes linguistiques néerlandais de la Chambre des représentants et du Sénat. Le conseil culturel de la communauté française est formé des membres des groupes linguistiques français de la Chambre et du Sénat. Le conseil de la communauté culturelle allemande sera créé par la suite par une loi spéciale définissant ses compétences et sa composition. Chaque conseil culturel peut prendre dans les domaines qui sont de sa compétence et pour la communauté qu'il représente des décisions qui ont force de loi et que l'on appelle des décrets. Mais si le principe de l'autonomie culturelle est immédiatement mis en œuvre, il faudra encore attendre 10 ans pour que soit réalisée l'autonomie régionale. Et pourtant, le fameux article 107 quater de la Constitution révisée prévoit bien l'existence de 3 régions, la région flamande, la région wallonne et la région bruxelloise. L'objectif de la nouvelle Constitution, en consacrant l'autonomie régionale, c'est de donner à chaque région une représentation et des compétences dans des domaines essentiellement économiques et sociaux. Par exemple, les équipements, les eaux et forêts, l'agriculture, l'aide aux investissements économiques régionaux, la protection de l'environnement, le logement, etc. Il s'agit de permettre à la région de mieux répondre aux problèmes économiques qui la frappent. En 1971, c'est encore la Wallonie qui est la principale victime du déclin économique. C'est donc la région wallonne qui est la plus intéressée à cette époque par l'autonomie régionale. Les Wallons espèrent y trouver des solutions nouvelles et un nouvel élan. Mais pendant 10 ans, aucun accord politique ne pourra être trouvé pour mettre en œuvre l'autonomie régionale. En 1971, les organes des régions ne sont pas créés. Les matières à détacher du niveau national pour être confiées aux organes régionaux ne sont pas déterminées. Et il subsiste un profond désaccord sur les limites territoriales des 3 régions, surtout sur celle de la région bruxelloise, mais ces limites déterminent par conséquent celles des 2 autres régions. Pour les Flamands, la région bruxelloise ne peut en aucun cas s'étendre au-delà des 19 communes de l'agglomération bruxelloise. Bon, du côté francophone, on fait plutôt allusion à la volonté librement affirmée des populations et aux réalités économiques. Certaines études montrent en effet que l'influence économique de la zone de Bruxelles s'étend bien au-delà des 19 communes. Mais les Flamands ont toujours la crainte, les peuples alors,
que de voir s'étendre l'olivelac, la tache d'huile bruxelloise qui empiéterait sur le territoire flamand. Flamme se gronde. Et puis les Flamands vont lutter pour obtenir, sinon la parité linguistique, du moins une représentation plus importante dans les organes de pouvoir à Bruxelles. Pour eux, Bruxelles est la capitale de la Belgique, donc de tous les Belges. Pour le mouvement flamand, la parité linguistique concédée par les Flamands au niveau national, c'est-à-dire la parité du Conseil des ministres, la sonnette d'alarme, les lois à majorité spéciale, tout cela doit être compensé par une certaine forme de parité concédée par les francophones au niveau de la région bruxelloise. Mais les francophones, majoritaires, eux, dans la région bruxelloise, insistent plutôt pour leur part sur le respect de la proportionnalité et sur la règle de la majorité. Cette dualité d'opinion entre flamands et francophones, à propos de Bruxelles, va marquer profondément les 10 années qui suivront la révision de la Constitution en 1971. D'autre part, pendant cette même décennie, la majorité des habitants des Fourons continueront à refuser le transfert de leur commune de la province de Liège à la province du Limbourg. Et les Flamands persisteront à refuser que les Fourons soient soustraits à la tutelle du Limbourg. Pour les Flamands, le compromis de 1962, transfert de Moucron-Commune au Hainaut et transfert des Fourons au Limbourg, ce compromis est intangible. Enfin, dans la périphérie de Bruxelles, les francophones, souvent majoritaires dans les communes dites à facilité, s'efforceront, avec l'appui de certains courants wallons et bruxellois, d'obtenir davantage de moyens d'expression et d'action. Les Flamands, de leur côté, tenteront au contraire de limiter les facilités. Ils continuent à considérer ces facilités comme temporaires et ils lutteront pour la flamandisation des communes de la périphérie. Vous le voyez, il y a beaucoup de points de désaccord. Et toutes ces différences d'approche marqueront et marquent encore profondément le débat sur l'application de l'autonomie régionale et sur le règlement du contentieux communautaire. Au cours du prochain épisode, nous allons découvrir les 20 années entre 1971 et 1989. 20 années au cours desquelles la mise en œuvre de la régionalisation, autrement dit l'autonomie régionale, a été sans cesse préparée, contestée, remise sur le métier, adoptée, puis modifiée au fil de plusieurs crises politiques. Mais au terme de ces 20 années, la Belgique deviendra ce qu'elle est aujourd'hui, quelque chose de tout à fait différent. Un État fédéral. Un État où les régions et les communautés disposent d'une très large autonomie et où le pouvoir central n'a plus que des attributions restreintes. Un renversement complet par rapport à la Constitution de 1831. Mais, vous le verrez, la marche vers le fédéralisme ne se fera pas sans peine.